Mon père a ri au téléphone et a dit, tu gâches l'ambiance. Ne viens pas, j'étais à l'hôpital mais j'ai répondu, pas de problème, je vais simplement arrêter les paiements. Il ne réalisait pas que je possédais tout, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, me remettant d'une opération d'urgence, lorsque mon père a appelé pour m'interdire de venir à la réunion de famille imminente. Il a ri, affirmant que je gâchais l'ambiance. Il avait oublié que je payais pour son SUV, l'électricité et la fête elle-même. Alors, j'ai tout annulé. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'odeur stérile d'antiseptique m'avait toujours donné la nausée. Mais aujourd'hui, c'était la seule chose qui me gardait ancré dans la réalité. J'étais allongé dans une salle de réveil, le bip 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 régulier du moniteur agissant comme un métronome pour mon mal de tête lancinant. Je venais de sortir d'une appendicectomie d'urgence il y a 3 heures. J'avais l'impression que mon abdomen avait été incendié et ma gorge était sèche comme du papier de verre. J'étais vulnérable, faible et désespérément seul. J'avais envoyé un message au groupe familial au moment où l'on me poussait vers la chirurgie d'urgence. Je vous aime. 3 heures plus tard, alors que le brouillard de l'anesthésie commençait à se dissiper, j'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante, m'attendant à voir un flot de messages inquiets. Peut-être un appel manqué de ma mère, Martine, ou un texto de ma sœur, Camille, demandant si j'allais bien. Il n'y avait rien, pas une seule notification. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge, essayant de me convaincre qu'ils étaient juste occupés. Ils se préparaient pour le barbecue annuel de la réunion de famille, un événement que je finançais chaque année. Peut-être qu'ils étaient simplement plongés dans les préparatifs. Puis mon téléphone a vibré. C'était un appel. Papa. Une vague de soulagement m'a envahi. Thomas appelait. Il devait avoir vu le message tardivement. Je me suis éclairci la gorge, essayant de paraître plus forte que je ne l'étais. Salut, papa, ai-je dit d'une voix rauque et craquante. Je suis sorti de l'opération. Ça s'est bien passé. Juste, Nathalie, m'a-t-il interrompu. Sa voix n'était pas chaleureuse. Elle était forte, tonitruante, sur un fond de rire et de verre qui teinte. Il n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Il était sur haut-parleur. Oh, ai-je dit, la confusion embrouillant mon esprit. Salut, tu as eu mon texto? Je suis à l'hôpital Saint-Michel. Le docteur a dit, je n'ai pas appelé pour entendre parler de ton mal de ventre, Nathalie, a dit Thomas, son ton sec et méprisant. J'ai appelé pour parler de samedi. Samedi? Le barbecue? J'ai bougé dans le lit, grimaçant alors que les points de suture tiraient. Je serai peut-être un peu lente, mais j'espère sortir demain, donc je devrais pouvoir venir. J'ai acheté la côte de bœuf hier avant que la douleur ne commence, donc il faut juste que oui, à ce sujet, a-t-il coupé à nouveau. Cette fois, j'ai entendu un petit rire distinct en arrière-plan. On aurait dit Camille. Ne viens pas, la pièce est devenue silencieuse. Le bip du moniteur semblait s'intensifier. Quoi? Ne viens pas, Nathalie, a répété Thomas, articulant chaque mot lentement comme s'il parlait à un enfant. Nous avons discuté, ta mère, Camille et moi, et nous avons décidé qu'il valait mieux que tu passes ton tour cette fois. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, agrippant la rampe métallique froide du lit. C'est à cause de l'opération? Papa, je peux juste m'asseoir sur une chaise. Je ne dérangerai pas, Thomas a ri. C'était un son cruel, un aboiement que je l'avais entendu utiliser avec les démarcheurs téléphoniques ou les voisins qu'il méprisait. Ce n'est pas l'opération, Nathalie. Mon Dieu, tu es toujours si dramatique. C'est toi. Moi. Tu es une rabat-joie, a-t-il dit sèchement. Tu arrives avec tes tailleurs, tes conversations sur le travail et ton emploi du temps. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Camille dit qu'elle se sent jugée chaque fois que tu la regardes. Martine dit qu'elle ne peut pas se détendre parce que tu réorganises toujours la cuisine. Nous en avons assez de faire semblant, Nathalie. Mon cœur battait contre mes côtes plus vite que le moniteur ne pouvait le suivre. Faire semblant? De faire semblant de t'apprécier, a-t-il dit. La cruauté de la phrase est restée en suspens, aspirant l'oxygène de la pièce. Nous en avons assez de faire semblant d'apprécier ta compagnie. Tu es rigide.
tu es ennuyeuse. Et franchement, personne ne veut de toi là-bas. Alors, comprends le message. Reste à la maison. Nous nous amuserons mieux sans toi. J'ai entendu la voix de Camille en arrière-plan, claire comme le jour. Dis-lui d'envoyer la côte de bœuf, par contre. Thomas a gloussé. Oui, si tu as déjà acheté la viande, tu peux la faire livrer, mais ne te montre pas. Nous en avons fini avec ta négativité. Il n'a pas attendu de réponse. La communication a été coupée. J'ai regardé l'écran, la notification, appel terminé, devenant flou alors que des larmes chaudes coulaient enfin sur mes cils. J'étais là, dans mon lit d'hôpital, ouverte et recousue, réalisant que la blessure physique n'était rien comparée à l'éviscération que je venais de subir. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Pendant l'heure qui a suivi, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Les infirmières sont venues vérifier mes signes vitaux, offrant des sourires compatissants quand elles ont vu les larmes couler silencieusement sur mon visage, dans mes oreilles, trempant l'oreiller. Elles supposaient que je souffrais physiquement. Elles m'ont offert plus de morphine. J'ai refusé. J'avais besoin d'avoir les idées claires. J'avais besoin de comprendre exactement ce qui venait de se passer. Assez de faire semblant de t'apprécier. Les mots résonnaient dans mon esprit, tournant en boucle comme un disque rayé. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs de la dernière décennie m'envahir. Je n'étais pas seulement la fille. J'étais l'architecte de leur vie. J'étais celle qui avait pris le relais quand Thomas avait pris une retraite anticipée parce que son dos ne supportait plus le travail à la chaîne, même s'il passait tous ses week-ends à jouer au golf. J'étais celle qui avait remboursé les dettes de cartes de crédit que Martine avait accumulées avec ses passe-temps de bricolage ratés. J'étais celle qui avait payé pour les 3 tentatives d'études ratées de Camille et son style de vie actuel alors qu'elle essayait de devenir une influenceuse avec 400 abonnés. J'ai regardé autour de moi dans la chambre d'hôpital stérile. Qui était là pour moi? Personne. J'ai déverrouillé à nouveau mon téléphone et ouvert mon application bancaire. C'était une habitude, un réflexe affiné par des années de gestion non seulement de ma propre carrière en logistique, mais aussi de la logistique familiale. J'ai parcouru les paiements automatiques prévus pour les 3 prochains jours. Virement à Thomas et Martine, compte joint, 750 €, courses, allocation pour les charges. Peugeot financement, 600 €, paiement de la location pour le 5008 de Thomas. Orange, 220 €, forfait familial, 4 lignes. EDF, 290 €, solde impayé pour leur maison que j'avais promis de couvrir. Virement à Camille, 140 €, allocation hebdomadaire de création de contenu. La liste continuait. Services de streaming, primes d'assurance, facture internet. Je leur avais construit une cage dorée, et je m'étais bêtement enfermé à l'intérieur avec eux, pensant que si je payais assez, si je soutenais assez, j'achèterais leur amour, ou au moins leur respect. Thomas m'avait qualifié de rigide, d'ennuyeuse, de rabat-joie. Il avait dit que je faisais en sorte que Camille se sente jugée. Est-ce que je la jugeais quand je payais son équipement photo? Est-ce que je la jugeais quand je payais ses excès de vitesse? Il avait dit que Martine ne pouvait pas se détendre. Était-elle incapable de se détendre parce que je réorganisais la cuisine ou parce que j'étais la seule à remarquer quand le frigo était vidé à le remplir discrètement? Ma tristesse a commencé à durcir. Elle s'est refroidie, se solidifiant en quelque chose de dense et lourd au creux de mon estomac. Ce n'était pas de la rage, pas encore. C'était une prise de conscience froide et clinique. Ils me considéraient comme une commodité. Je n'étais pas différente pour eux de l'électricité sortant du mur ou de l'eau coulant du robinet. On ne remercie pas l'interrupteur de fonctionner. On ne le maudit que lorsqu'il ne s'allume pas. Et il venait de dire à l'interrupteur qu'il n'aimait pas sa personnalité. J'ai essuyé mon visage avec le drap d'hôpital rêche. Je me suis assise, grimaçant à la traction dans mon côté, et j'ai attrapé la carafe d'eau. J'ai versé un verre et l'ai bu lentement. Thomas pensait qu'il avait tout le pouvoir parce qu'il était le patriarche, la voix forte en bout de table. Il pensait qu'en m'excluant, il me punissait. Il pensait qu'il pouvait me blesser, prendre ma viande et avoir sa fête. Mais dans son arrogance, dans sa hâte de m'humilier pendant que son enfant chéri, Camille, gloussait en arrière-plan, il avait oublié une chose cruciale. Chaque service, chaque bien, et chaque commodité dont il jouissait n'était pas seulement payé par moi. C'était possédé par moi. Les comptes étaient à mon nom. Les mots de passe étaient les miens. La responsabilité légale était la mienne.
J'ai regardé à nouveau le téléphone. Une notification est apparue. Alerte d'utilisation des données, Camille, iPhone 14, a utilisé 80% des données mensuelles. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Ça faisait mal à mon estomac, mais ça faisait du bien. Vous en avez assez de faire semblant, ai-je murmuré à la pièce vide. D'accord, papa. Voyons à quel point tu apprécies la réalité. Pour comprendre pourquoi cet appel téléphonique était l'option nucléaire, il faut comprendre la dynamique de la maison où j'ai grandi. Thomas a été contremaître d'usine pendant 30 ans. C'était un homme qui commandait le respect par le volume et l'intimidation. Il était le roi de son château et il nous a élevés en nous faisant croire que sa parole était loi. Mais lorsque l'usine a proposé des plans de retraite anticipés il y a 10 ans, il a accepté, supposant que sa pension couvrirait une vie de luxe. Ce ne fut pas le cas. C'est à ce moment-là que j'obtenais ma première grande promotion en logistique. J'avais 24 ans, j'étais ambitieuse et je gagnais bien ma vie. J'ai vu mes parents en difficulté, les lumières coupées, des pâtes au dîner 5 soirs par semaine et je suis intervenu. Je m'occuperai de la facture d'électricité, papa, avais-je dit, juste le temps que tu t'installes. Je mettrai la voiture sur mon assurance, papa. C'est moins cher comme ça. Je ferai les courses cette semaine, maman. Juste le temps que, s'est transformé en une décennie. Puis il y avait Martine. Ma mère aimait l'idée d'être une matriarche, mais elle détestait le travail. Elle voulait être la grand-mère qui faisait des biscuits avec des ingrédients que j'achetais et qui organisait les fêtes dans une maison que je payais pour chauffer, mais elle n'avait aucune volonté propre. Elle se faisait l'écho de toute opinion de Thomas. Si Thomas pensait que je travaillais trop, Martine soupirait et disait, « Nathalie, tu devrais vraiment trouver un mari au lieu de courir après l'argent. » Et enfin, Camille. Camille avait 29 ans mais se comportait comme si elle en avait 16. C'était le bébé, elle, âme créative. Elle avait flotté d'une école de mode à une école d'esthétique puis à la photographie, abandonnant chaque fois que cela devenait trop toxique, ce qui signifiait qu'on attendait d'elle qu'elle soit à l'heure. Maintenant, elle était une influenceuse. Elle vivait dans la suite parentale de la maison de mes parents. Ils avaient déménagé dans la chambre d'amis pour lui donner de l'espace pour créer. Elle conduisait une voiture pour laquelle j'avais co-signé. Elle mangeait de la nourriture que je payais. Et elle me détestait. Elle me détestait parce que j'étais le miroir dans lequel elle ne voulait pas se regarder. Chaque fois que j'arrivais en tenue de travail, épuisé mais réussissant, c'était un rappel de ce qu'elle ne faisait pas. Alors, elle envenimait la situation. Elle murmurait à Thomas que j'étais condescendante. Elle disait à Martine que je les prenais de haut. L'ironie, c'est que je ne les prenais pas de haut. Je veillais sur eux. Je me souviens d'un incident précis il y a 3 mois. La chaudière était tombée en panne en plein hiver. Thomas m'avait appelé, paniqué. Il fait un froid de canard, Nathalie. Le réparateur veut 3 800 € pour une nouvelle unité. J'étais en réunion avec un client à Tokyo. Je suis sorti, risquant mon travail, et j'ai appelé un contact que je connaissais dans le chauffage, la ventilation et la climatisation. Je leur ai obtenu une nouvelle unité installée le jour même, à prix coûtant, et j'ai payé la facture instantanément. Quand je suis passé ce week-end-là pour vérifier, Thomas n'a pas dit merci. Il a donné un coup de pied dans la nouvelle chaudière et a dit, « Ce truc est plus bruyant que l'ancien. Ton gars nous a arnaqués. » Camille avait ajouté depuis le canapé, sans lever les yeux de son téléphone, « Oui, Nathalie. Je n'ai même pas pu enregistrer mes stories à cause du bruit. Tu aurais dû vérifier avec nous d'abord. » J'avais ravalé ma colère à ce moment-là. Je me suis dit que la famille, c'est la famille et qu'on les aide quoi qu'il arrive. Je me suis dit qu'ils étaient juste stressés. Mais allongé dans ce lit d'hôpital, le brouillard du déni s'est enfin levé. Ils n'étaient pas stressés. Ils étaient des parasites. L'antagoniste n'était pas seulement Thomas et sa cruauté. C'était tout l'écosystème que j'avais entretenu. Thomas en était le visage bruyant et tyrannique, mais Camille était l'architecte de mon isolement, et Martine était la complice silencieuse. Thomas était un homme qui se vantait d'être un autodidacte et le chef de famille. Pourtant, il n'avait pas payé une facture de service public depuis 2014. Il se pavanait en vilain se vantant de sa voiture, de sa maison, de sa retraite réussie. Il avait construit toute son identité sur un mensonge que je finançais. Et maintenant, il voulait m'exclure. Il voulait m'humilier pour impressionner les parents venant au barbecue.
Il voulait passer pour le grand homme qui remettait sa fille arrogante à sa place. Je l'imaginais en ce moment, assis dans son fauteuil, probablement en train de boire une bière que j'avais payée, riant avec Camille de la façon dont il m'avait rembarré. Il planifiait probablement le menu pour samedi. Samedi? Le barbecue était dans 3 jours. J'ai ouvert mon tableur de dépenses familiales sur mon téléphone. Mon pouce planait sur les rangées de données. Si j'étais une étrangère pour eux, si j'étais quelqu'un dont ils en avaient assez de faire semblant d'apprécier, alors ils ne voudraient sûrement pas accepter la charité d'une étrangère. Ce serait une insulte à la fierté de Thomas, n'est-ce pas? Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me battre. Je n'allais même pas les rappeler. En logistique, lorsqu'un client ne respecte pas un contrat ou viole les conditions de service, nous n'envoyons pas de lettres émotionnelles. Nous lançons un arrêt de service. Nous coupons la chaîne d'approvisionnement. J'ai ouvert l'application de l'EDF. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. L'hôpital était bruyant, bien sûr, mais le vrai bruit était dans ma tête. J'ai passé les heures entre 2h et l'aube à faire ce que je fais de mieux, un audit. J'ai traité ma famille comme un nœud défaillant de la chaîne d'approvisionnement. Dans mon domaine, lorsqu'un fournisseur devient peu fiable et que les coûts dépassent la valeur des biens reçus, on ne devient pas émotif. On examine le contrat, on trouve les clauses de sortie et on résilie. J'avais mon ordinateur portable, ma sœur me l'avait déposé il y a 2 jours, en se plaignant que je ferais mieux de ne pas lui demander d'apporter autre chose. Et j'ai ouvert une nouvelle feuille Excel. Je l'ai intitulée « Opération, retour à la réalité ». D'abord, je me suis connecté au portail des services publics. Le compte de la maison familiale, une grande maison de plein pied de 4 chambres que Thomas insistait à garder malgré les coûts d'entretien, était à mon nom. Je l'avais repris il y a 6 ans lorsque Thomas avait oublié de payer la facture pendant 3 mois, et qu'il risquait une coupure en janvier. J'ai navigué jusqu'à l'onglet « État du service ». Solde actuel, 0 €. Paiement automatique actif. Adresse de service prévue, 14 avenue des Acacias. J'ai cliqué sur « Arrêter le service ». Une boîte d'avertissement est apparue. Êtes-vous sûr? Cela coupera l'électricité à la résidence à la date sélectionnée. J'ai sélectionné la date, samedi 15 juillet, le jour du barbecue. J'ai sélectionné la plage horaire, 12h à 13h. Thomas aimait servir le repas à 13h précises. Il avait besoin du fumoir électrique pour la côte de bœuf, des ventilateurs commerciaux surdimensionnés pour garder le patio au frais, et du système de sonorisation extérieure spécialisé pour diffuser sa playlist de rock classique. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Ensuite, Internet. Le forfait fibre optique que Camille insistait avoir besoin pour ses téléversements. Je l'ai annulé avec effet au vendredi à minuit. Pas de Wi-Fi pour les invités. Pas de streaming, pas de publication de stories. Puis vint la partie la plus difficile, d'un point de vue purement sentimental. Le SUV. C'était un Peugeot 5008 GT Line. Magnifique intérieur en cuir, toutes options. Thomas traitait cette voiture mieux qu'il ne traitait ses enfants. Il la lavait 2 fois par semaine. Mais sa cote de crédit était ruinée à cause de son aventure commerciale, une arnaque pyramidale dans laquelle il était tombé en 2018. Donc, le contrat de location était à mon nom. Je payais les 600 € par mois. Je payais l'assurance. Je me suis connecté au portail de Peugeot Financement. Il restait 4 mois au contrat avant l'option d'achat. J'ai lu les petits caractères sur la résiliation anticipée. Je pouvais faire une restitution volontaire. Cela affecterait légèrement ma cote de crédit, mais j'avais un excellent dossier. Je pouvais encaisser le coup. Mais ensuite, j'ai vu une autre option, planifier la récupération en fin de contrat. Je n'avais pas besoin de le restituer plus tôt et de ruiner mon crédit. Je devais juste exercer mon droit en tant que locataire de récupérer le bien. J'ai initié une demande de récupération de véhicules pour conducteurs non autorisés. Techniquement, Thomas n'était plus listé comme conducteur principal sur la police d'assurance. C'était moi. Il était un conducteur autorisé, une permission que j'étais sur le point de révoquer. J'ai pris des dispositions avec un service de remorquage, un entrepreneur privé que nous utilisions au travail pour la reprise de véhicules de flotte. Je l'ai programmé pour lundi matin. Je ne voulais pas gâcher tout leur week-end avec la voiture. Le manque d'électricité serait suffisant pour samedi. La voiture serait le remède pour la gueule de bois du lundi matin.
En approfondissant les relevés bancaires pour m'assurer d'avoir attrapé tous les paiements automatiques, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des frais récurrents sur ma carte de crédit secondaire, celle que j'avais donnée à Martine pour les urgences seulement, il y a 3 ans lorsqu'elle avait besoin de prendre des médicaments. Transaction en attente, Sephora 225 €. Transaction en attente, Marionneau 165 €. Transaction en attente, Nicolas 290 €. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Cette carte n'était pas seulement pour les urgences. Il l'utilisait depuis des mois. J'ai fait défiler des milliers d'euros. Maquillage, alcool, vêtements. J'ai cliqué sur les détails de la transaction pour les frais de Nicolas. C'était daté d'hier. Ils achetaient l'alcool pour la fête à laquelle je n'étais pas invité en utilisant ma carte de crédit. Je n'étais pas seulement une rabat-joie. J'étais le traiteur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service de lutte contre la fraude des cartes de crédit. Je voudrais signaler une activité non autorisée, ai-je dit à l'agent, ma voix stable et froide. Et je dois annuler cette carte immédiatement. Non, n'envoyez pas de remplacement à l'adresse enregistrée. Cette adresse est compromise. Au lever du soleil, j'avais démantelé toute l'infrastructure financière du 14 avenue des Acacias. Je me suis allongé contre les oreillers, épuisé mais étrangement énergisé. J'avais arrêté l'hémorragie. J'ai été libéré de l'hôpital le vendredi après-midi. Je ne suis pas allé chez mes parents. J'ai pris un Uber jusqu'à mon propre appartement, un sanctuaire calme et moderne en centre-ville que ma famille visitait rarement parce que le stationnement était un problème. Samedi est arrivé avec une vague de chaleur. Il faisait 35 degrés avec 90% d'humidité, une couverture de chaleur étouffante et suffocante. Je me suis assise dans mon salon climatisé en buvant du thé glacé, mon téléphone sur la table basse. 12 heures est passé. 13 heures et j'imaginais la scène. La côte de bœuf serait à mi-cuisson dans le fumoir électrique. Les invités tantes, oncles, cousins que je n'avais pas vus depuis un an arriveraient. Thomas tiendrait salon, une bière à la main, faisant probablement une blague sur le fait que Nathalie n'a pas pu venir. Elle est trop occupée à être une PDG. Camille essaierait de filmer un TikTok de la table dressée. 13h30, mon téléphone s'est allumé. Appel entrant, papa. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau immédiatement. Puis un texto de Camille, tu as oublié de payer la facture. Le courant vient de couper. La honte. J'ai pris une gorgée de mon thé. Je n'ai pas répondu. Puis un appel de Martine. Puis Thomas à nouveau. Finalement, à 13h45, j'ai répondu. Allô. Nathalie, Thomas n'a pas seulement parlé, il a explosé. Je pouvais entendre le bruit de fond, pas de la musique et des rires, mais des murmures confus et le bip distinct d'un détecteur de fumée à la batterie faible. Le courant est coupé. Le fumoir s'est arrêté, la climatisation est éteinte. Nous avons 30 personnes ici et c'est un sauna. Oh, ai-je dit calmement. Ça a l'air fâcheux. Fâcheux? C'est un désastre. La viande va se gâter. J'ai vérifié le disjoncteur. Tout va bien. Tu as payé la facture? Je parie que tu as oublié de payer cette maudite facture avec ton drame chirurgical. Je n'ai pas oublié, papa, ai-je dit. J'ai gardé ma voix basse, douce, professionnelle. Je l'ai annulé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil si profond que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Tu as fait quoi? J'ai annulé le service, ai-je répété. Je passais en revue mes finances pendant que j'étais à l'hôpital, tu sais, puisque j'avais tellement de temps libre en n'allant pas au barbecue. Et j'ai réalisé que je payais pour une maison où je ne vis pas, pour une fête à laquelle je ne suis pas la bienvenue. Es-tu folle, a rugi Thomas. Le prétexte du patriarche bienveillant s'est évanoui. Il était maintenant le tyran. Rétablis-le tout de suite. Oncle Gérard est là. La nourriture est crue. Tu nous mets dans l'embarras. Je pense que tu te mets dans l'embarras toi-même, papa, ai-je répondu. Tu m'as dit que tout le monde en avait assez de faire semblant de m'apprécier. Eh bien, je l'ai accepté. Et comme nous ne sommes plus proches, j'ai pensé que tu ne te sentirais pas à l'aise d'accepter la charité de quelqu'un que tu méprises. C'est comme ça que fonctionne la fierté, non? Ce n'est pas de la charité, c'est un devoir familial, a-t-il crié. J'ai entendu Camille hurler en arrière-plan. Mon direct a été coupé. Mon Wi-Fi a disparu. Le devoir va dans les deux sens, ai-je dit.
tu voulais que je parte? Je suis parti. Et mon portefeuille est parti avec moi. Tu as une pension, papa. Je suis sûr que tu peux appeler EDF et ouvrir un compte à ton nom. Il pourrait peut-être accélérer une connexion pour lundi. Lundi, il semblait s'étouffer. Nous avons des invités maintenant. Alors je suppose que tu ferais mieux de commander des pizzas. Oh, attends. N'utilise pas la carte de crédit bleue. Je l'ai signalée comme volée hier. Tu l'as signalée comme volée? Sa voix est tombée à un murmure dangereux. Martine était au magasin. J'ai vu, ai-je dit. Nicolas, 290 €, sur une carte pour les urgences médicales. C'est de la fraude, papa. Je l'ai annulé. Espèce de petite ingrate, a-t-il craché. Ou quoi, ai-je interrompu, ma voix se durcissant. Tu vas me désinviter à nouveau? Tu n'as aucun moyen de pression, Thomas. Aucun. Profite de la chaleur. J'ai raccroché. J'ai mis mon téléphone en mode « Ne pas déranger » et j'ai ouvert un livre, mais je n'ai pas lu. Je fixais le mur, le cœur battant à tout rompre. C'était la première fois de ma vie que je lui raccrochais au nez. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'adrénaline de la liberté. Le silence du week-end était assourdissant, mais il n'était pas paisible. Je savais qu'il s'agitait. J'ai vérifié mes réseaux sociaux le dimanche matin. J'avais été bloqué par Camille, mais j'avais un compte anonyme que j'utilisais pour des études de marché. J'ai cherché son profil. Elle avait posté une longue vidéo larmoyante via ses données cellulaires depuis le parking d'un Starbucks. Certaines personnes sont tellement toxiques, pleurait-elle à la caméra, essuyant une larme sèche. Ma propre sœur a saboté notre réunion de famille. Elle a littéralement coupé le courant parce qu'elle était jalouse de ne pas être le centre de l'attention. Mon père a le cœur brisé. Nous sommes victimes de violences financières. Les commentaires étaient un mélange de sympathie et de confusion. Oh mon Dieu, c'est horrible, et, attends, pourquoi paie-t-elle ta facture d'électricité si c'est la maison de ton père? Camille supprimait les questions plus vite qu'elles ne pouvaient apparaître. Ils essayaient de contrôler le récit. Ils me dépeignaient comme la vieille fille vindicative et folle qui avait pété les plombs parce qu'elle n'était pas aimée. Ils ralliaient la famille élargie. J'avais 3 appels manqués de tante Sylvie, qui appelait probablement pour me faire la morale sur le respect de mes aînés. Mais je n'avais pas terminé. Lundi matin, 8 heures, je suis allé en voiture à la maison. J'ai garé ma modeste berline de l'autre côté de la rue, 2 maisons plus loin. Je n'allais pas entrer. J'étais juste là pour signer les papiers. À 8h15, la dépanneuse à plateau est arrivée. C'était un véhicule massif, jaune et bruyant. Le chauffeur, un homme costaud nommé Mike, à qui j'avais parlé au téléphone, s'est garé juste devant l'allée où le Peugeot 5008 brillait sous le soleil du matin. Je suis sorti de ma voiture et je me suis approché. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte brusquement. Thomas est sorti, portant toujours son pantalon de pyjama et un t-shirt taché. Il avait l'air épuisé. La chaleur sans climatisation pendant 2 jours avait dû être brutale. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » a crié Thomas, marchant dans l'allée. « Éloignez ce camion de mon allée. » Mike, le chauffeur, est sorti avec un presse-papier. Il était calme, professionnel et 2 fois plus grand que Thomas. Ramassage d'un Peugeot 5008 de 2022. Le titulaire du contrat de location a demandé la récupération. Titulaire du contrat de location? Thomas est devenu violet. Je suis le propriétaire. C'est ma voiture. En fait, ai-je dit en montant sur le trottoir, ce n'est pas le cas. Thomas s'est retourné brusquement. Il m'a regardé avec une haine pure. Toi. Martine et Camille sont apparus à la porte. Camille avait sorti son téléphone et filmait. Tu essaies de voler sa voiture maintenant, a crié Camille pour son public. Regardez ça, les gars. Elle vole littéralement nos biens. Ce n'est pas sa propriété, ai-je dit, assez fort pour que le voisin, Monsieur Dubois, qui arrosait sa pelouse, entende. Le contrat de location est à mon nom, Nathalie Vance. Je paie les 600 € par mois. Je paie l'assurance. Et comme j'en ai assez de faire semblant, j'en ai assez de payer pour une voiture que je ne conduis pas, tu me l'as donnée, a crié Thomas en s'avançant vers moi. Mike s'est interposé, les bras croisés. Je t'ai laissé l'utiliser, l'ai-je corrigé. En supposant que tu étais mon père qui m'aimait.
Mais puisque je ne suis qu'une rabat-joie et un compte en banque, l'accord est rompu. J'ai payé pour les améliorations, a crié Thomas, désespéré maintenant. J'ai mis les jantes spéciales dessus. J'ai fait teinter les vitres. Avec quel argent, papa, ai-je demandé. J'ai sorti une pile de papier plié de mon sac. Avec l'argent du prêt pour réparation domiciliaire que tu m'as demandé de co-signer il y a 3 ans, celui que tu as dit être pour un nouveau toit. J'ai brandi le relevé bancaire que j'avais déterré lors de mon audit du samedi. J'ai vérifié, papa. Le toit n'a jamais été remplacé. Tu l'as rafistolé. Les 14 000 € sont allés à la FDJ et à des frais de consultation pour l'entreprise de Camille. Camille a baissé son téléphone. Son visage est devenu pâle. C'est un mensonge. A crié Martine depuis le porche, retrouvant sa voix. Nous avons utilisé ça pour la maison. Les relevés bancaires ne mentent pas, maman, ai-je dit en agitant le papier. J'ai vérifié l'historique des virements. Vous ne m'avez pas seulement utilisé pour les factures. Vous m'avez escroqué. Vous avez menti sur des réparations pour obtenir de l'argent pour jouer à l'influenceuse de pacotille. Thomas a regardé les voisins. Monsieur Dubois le fixait, bouche bée. L'illusion du contremaître à la retraite prospère se fissurait en temps réel. Tu ne peux pas prendre la voiture, a murmuré Thomas, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de peur. J'en ai besoin. J'ai des courses à faire. Tu as des jambes, ai-je dit froidement. Je me suis tourné vers Mike. Prenez-la. Non. Thomas s'est jeté sur la poignée de la porte du 5008. Je ne te donne pas les clés. J'ai le double, ai-je dit en les lançant à Mike. Mike les a attrapés, a sauté dans la cabine et a démarré le moteur. Le vrombissement du moteur, habituellement la fierté et la joie de Thomas, sonnait maintenant comme un glas. Alors que la voiture était chargée sur la dépanneuse, Thomas se tenait dans l'allée, vaincu, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Mais il n'y avait pas de remords sur son visage. C'était de la panique. Nathalie, a-t-il dit, son ton passant à une supplique pathétique. Nathalie, attends. Parlons-en. Tu réagis de manière excessive. Nous pouvons arranger ça. Les voisins regardent. Laisse-les regarder, ai-je dit. Peut-être qu'ils pourront expliquer pourquoi la fraude est une mauvaise idée. Mais alors que Mike sécurisait les chaînes, Camille a dévalé l'allée, son téléphone de nouveau levé. Tu te crois si maligne? A-t-elle sifflé, l'objectif de la caméra à quelques centimètres de mon visage. Attends que tout le monde découvre que tu as abandonné tes parents malades. Je vais te ruiner. J'ai regardé dans l'objectif de son téléphone, puis Thomas, puis l'endroit vide où se trouvait la voiture. Tu n'as pas besoin de me ruiner, Camille, ai-je dit calmement. J'ai juste arrêté de vous sauver. Je me suis retourné pour regagner ma voiture, mais Thomas a crié une dernière chose. Si tu pars maintenant, tu es rayé du testament. Tu n'auras rien. La maison, les assurances-vie, tout va à Camille. Je me suis arrêté. Je me suis retourné lentement. Le testament, ai-je demandé, un sourire amer aux lèvres. Papa, tu crois vraiment que je ne sais pas? Savoir quoi? J'ai fait une recherche au cadastre sur la maison ce matin, ai-je dit. Le clou final dans le cercueil. Tu n'as pas de maison à léguer à qui que ce soit. La convocation est arrivée le mardi, non pas de Thomas ou de Camille, mais de tante Sylvie. Sylvie était la sœur aînée de mon père, la matriarche autoproclamée du clan élargi. C'était une femme qui croyait au maintien des apparences par-dessus tout, et elle m'avait convoqué à ce qu'elle appelait une « médiation familiale ». Tu dois venir ici, Nathalie, avait-elle dit, sa voix suintant d'une autorité déçue. Tes parents sont assis dans le noir. Ton père se serre la poitrine. Nous sommes tous là. Tu dois les regarder dans les yeux et expliquer pourquoi tu essaies de les tuer. J'aurais pu refuser. J'aurais pu bloquer son numéro et rester dans mon appartement frais et calme, mais la comptable en moi avait besoin de boucler les comptes correctement. Je ne pouvais pas laisser le grand livre ouvert. Je devais présenter l'audit final. Je suis arrivé au 14 avenue des Acacias à 18h. La scène était presque pathétique. Un générateur à essence bruyant, probablement emprunté à oncle Gérard, ronronnait sur la pelouse avant, faisant passer une seule rallonge par la fenêtre de devant. La pelouse, habituellement entretenue par un service que je payais, paraissait déjà négligée. Je suis entré.
La maison était étouffante. Le générateur n'alimentait qu'un ventilateur et le réfrigérateur. La climatisation centrale était silencieuse. Dans le salon, on se serait cru dans un tribunal. Thomas était assis dans son fauteuil, l'air abattu et en sueur, tenant un chiffon humide sur son front. Martine pleurait doucement sur le canapé. Camille était assise en tailleur par terre, l'air boudeur, tandis que tante Sylvie, oncle Gérard et deux cousins se tenaient les bras croisés, formant un mur de jugement. Elle est là, a marmonné Camille, sans lever les yeux de son téléphone. Nathalie, tante Sylvie s'est avancée. Je suis consterné. Vraiment consterné. Je savais que tu étais axé sur ta carrière, mais je ne te pensais pas sans cœur. Regarde ton père. Il est anéanti. Il a l'air d'avoir chaud, ai-je dit calmement, restant debout près de l'entrée. Peut-être qu'il devrait payer la facture d'électricité. Il ne s'agit pas de facture, a aboyé oncle Gérard. Il s'agit de respect. Tu as fait reprendre sa voiture. Tu as coupé leurs ressources. Ces gens t'ont élevé. Je les ai élevés, ai-je corrigé, ma voix stable. Pendant 10 ans, j'ai porté cette famille. J'ai payé chaque facture importante. Je les ai sortis de leurs dettes. Et en retour, on m'a dit que j'étais une rabat-joie et que tout le monde en avait assez de faire semblant de m'apprécier. Alors j'ai arrêté de payer pour le privilège d'être insulté. Ce n'était que des paroles, a gémi Thomas depuis son fauteuil. Les gens disent des choses quand ils sont stressés. Tu n'avais pas besoin de passer à l'option nucléaire. Ce n'était pas du stress, papa. C'était la vérité. Tu l'as dit sur haut-parleur en riant, ai-je répondu. Mais nous avons dépassé ce stade. Tu as mentionné le testament lundi. Tu as menacé de me déshériter et de laisser la maison à Camille. Je me suis approché de la table basse et j'y ai déposé une épaisse enveloppe en manille. Le son a résonné dans la pièce silencieuse. Qu'est-ce que c'est, a demandé tante Sylvie, regardant l'enveloppe avec méfiance. La vérité, ai-je dit. Papa a essayé de me menacer avec mon héritage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'héritage. Thomas n'est pas propriétaire de cette maison. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même le générateur à l'extérieur semblait s'être calmé. Bien sûr que j'en suis propriétaire. A crié Thomas en se redressant, le visage rouge. J'ai remboursé l'hypothèque en 98. C'est vrai, ai-je acquiescé. Et puis il y a 5 ans, tu as contracté un prêt viager hypothécaire auprès d'un prêteur prédateur parce que tu voulais investir dans cette opportunité de crypto dont ton copain t'avait parlé. Tu te souviens? Tu as imité la signature de maman sur les formulaires de consentement. Martine a cessé de pleurer. Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés. Quoi? Je ne voulais pas aborder ce sujet, ai-je continué, m'adressant à la pièce mais regardant droit vers Thomas. Je l'ai découvert il y a 3 ans lorsqu'un avis de défaut de paiement est arrivé dans mes courriels parce que mon nom est lié au compte de service public à cette adresse. Le prêteur pensait que j'étais la propriétaire. J'ai enquêté. Papa a reçu un versement forfaitaire de près de 185 000 € contre la valeur nette de la maison. 185 000 €, a halté Camille. Où sont-ils? Partis, ai-je dit. Joués, perdus dans de mauvais investissements, dépensés pour maintenir l'image du retraité aisé. J'ai montré les documents. Les conditions du prêt viager hypothécaire sont strictes. Tu dois entretenir la propriété. Tu dois payer les impôts fonciers et l'assurance. Je payais l'assurance, papa. J'ai arrêté ça lundi aussi. Thomas avait l'air de rétrécir dans son fauteuil. Sa fanfaronnade avait disparu. Il ressemblait à un animal acculé. De plus, ai-je ajouté, portant le coup de grâce, le contrat stipule que si la maison n'est pas la résidence principale de l'emprunteur ou si l'emprunteur ne peut pas maintenir les services publics et l'entretien, le prêt devient immédiatement exigible. Avec le courant coupé et l'assurance expirée, le prêteur sera informé dans les 30 jours. Ils procéderont à la saisie. Tu ne peux pas laisser ça arriver, a balbutié tante Sylvie, regardant de moi à Thomas. Nathalie, tu as de l'argent. Tu peux arranger ça. Tu peux payer l'assurance. Tu peux payer les services publics. Je pourrais, ai-je convenu. Mais pourquoi le ferais-je? Camille est l'héritière, n'est-ce pas? La maison lui revient. Eh bien, voici la réalité. La maison a une valeur nette négative.
Si papa meurt ou déménage, la banque la prend. Camille, tu n'hérites pas d'une maison. Tu hérites d'un avis d'expulsion. Camille s'est levée, les poings serrés. Elle s'est tournée vers Thomas. Papa, est-ce que c'est vrai? Tu as dépensé l'argent? Tu avais dit que tu avais un portefeuille. J'essayais de construire quelque chose. A crié Thomas, sa voix se brisant. J'essayais de devenir riche pour nous. Tu jouais, ai-je cassé. Et maintenant, c'est fini. La mascarade est terminée. J'ai regardé tante Sylvie. Vous vouliez une médiation? Voici le règlement. Thomas et Martine sont fauchés. Ils vivent dans une maison qui appartient à la banque, brûlant de l'essence qu'ils ne peuvent pas se permettre, en attendant une saisie. Je suis la seule raison pour laquelle ils ont tenu si longtemps, et j'en ai fini. Nathalie, s'il te plaît, a finalement parlé Martine. Sa voix tremblait. Elle s'est levée et a tendu une main vers moi. S'il te plaît, nous sommes désolés. Nous n'aurions pas dû dire ces choses. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Où irons-nous? Je ne sais pas, maman, ai-je dit, ressentant une étrange tristesse creuse dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la pitié. Peut-être que tu peux rester chez tante Sylvie. Elle semble très préoccupée par le devoir familial. Tante Sylvie a fait un pas brusque en arrière, ses yeux s'écarquillant de panique. Attendez un peu, je n'ai pas la place. Voilà, ai-je dit en prenant mon sac à main. Tout le monde est de la famille jusqu'à ce que l'addition arrive. Au revoir. Je me suis retourné et je suis sorti. Derrière moi, les cris ont commencé. Ils ne m'étaient plus adressés. Camille criait sur Thomas. Martine sanglotait. Oncle Gérard hurlait à propos du générateur. Je suis sorti dans l'air humide du soir, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées ont été rapides et brutales. Sans mon bouclier financier, la réalité s'est abattue sur le 14 avenue des Acacias comme un raz-de-marée. Je n'ai rien eu d'autre à faire. La gravité a pris le dessus. En une semaine, le prêteur a été informé de l'assurance expirée. La procédure de saisie immobilière a commencé plus rapidement que je ne l'avais prévu, probablement parce qu'il cherchait une raison de saisir le bien depuis des années. Thomas a essayé de se battre, mais il n'avait pas d'argent pour un avocat. Il m'a appelé 7 fois par jour la première semaine. Des messages vocaux allant de la rage hurlante, traîtresse ingrate, aux sanglots pathétiques, Nathalie, ma chérie, s'il te plaît, je suis un vieil homme. Tu ne peux pas me laisser vivre dans la rue. Je n'ai pas bloqué les numéros. Je les ai archivés. J'en avais besoin pour l'ordonnance restrictive que j'ai finalement dû déposer lorsque Thomas s'est présenté à mon immeuble de bureau, essayant de crier aux gardes de sécurité de le laisser entrer. Ce fut un tournant pour moi. Voir mon père, l'homme qui me terrifiait avec sa voix tonitruante, être escorté hors des lieux par un garde de sécurité de 20 ans nommé Luc, a brisé la dernière chaîne de peur que j'avais. Ce n'était pas un monstre. C'était juste un homme triste et en colère qui avait fait de mauvais choix. La maison a été saisie 2 mois plus tard. Le drame familial s'est répandu sur les réseaux sociaux, bien sûr. Camille a de nouveau tenté de manipuler le récit, mais cela s'est retourné contre elle. Lorsqu'elle a posté qu'elle était sans abri, les gens ont déterré ses anciennes publications, les voyages coûteux, les sacs de créateurs, le SUV et ont demandé pourquoi elle ne les vendait pas. Elle a été démasquée comme une fraudeuse. Elle a fini par emménager avec un petit ami qu'elle ne connaissait que depuis 3 semaines. Aux dernières nouvelles, cela n'a pas duré, et elle squattait les canapés d'amis du lycée qui perdaient rapidement patience avec elle. Thomas et Martine ont été contraints de s'installer dans un petit appartement subventionné d'une chambre de l'autre côté de la ville. C'était une chute brutale par rapport à la grande maison de 4 chambres. Leur cercle social s'est évaporé. Tante Sylvie et oncle Gérard ont cessé de les inviter, prétendant qu'ils ne voulaient pas se mêler de ça. Mais en réalité, ils étaient terrifiés que Thomas leur demande de l'argent. Quant à moi, le silence dans ma vie n'était plus solitaire. Il était paisible. J'avais passé toute ma vie d'adulte à me préparer à l'impact, attendant la prochaine crise, la prochaine facture, la prochaine demande. Maintenant, mon argent était à moi. Mon temps était à moi. 2 semaines après la finalisation de la saisie, j'ai dîné avec mon amie Sarah. Sarah avait été ma colocataire à l'université, la seule personne qui m'avait dit pendant des années que ma famille était toxique.
J'avais toujours balayé ses remarques, les défendant. Nous étions assises sur la terrasse d'un bon restaurant italien. J'ai commandé une bouteille de vin, un Barolo coûteux que je n'aurais jamais acheté avant parce que papa a besoin de l'argent pour le paiement de la voiture. À la liberté, a dit Sarah en levant son verre. À la réalité, ai-je répondu, trinquant avec elle. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé, ses yeux cherchant des signes de regret sur mon visage. J'ai pris une gorgée de vin. Il était riche, complexe et parfait. J'ai l'impression de venir de poser un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis mes 22 ans, ai-je dit. Honnêtement, l'idée d'eux me manque, Sarah. L'idée d'avoir un père fier de moi et une sœur qui est mon ami me manque. Mais eux ne me manquent pas, c'est ça, le deuil, a dit doucement Sarah. Tu fais le deuil de la famille que tu méritais, pas de celle que tu as eue. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. C'était un petit geste, mais il signifiait plus pour moi que 1000, je t'aime, creux de mon père. C'était ma réconciliation. Non pas avec les abuseurs qui me considéraient comme un guichet automatique, mais avec la partie de moi-même qui croyait que je devais payer pour l'amour. J'avais enfin appris la leçon la plus importante de la logistique de la chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas maintenir un système qui ne produit que des déchets. Il faut couper la ligne. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un texto d'un numéro inconnu. Nati, c'est maman. Nous sommes à l'appartement. La climatisation est cassée ici aussi. Papa a vraiment du mal. S'il te plaît, juste 450 €. Nous avons appris notre leçon. Nous t'aimons. J'ai regardé le message. J'ai regardé le mot « aimons » ajouté à la fin comme une étiquette de prix. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me suis juste senti fini. J'ai appuyé sur « bloquer ». Puis j'ai versé un autre verre de vin et j'ai commandé les calamars. J'avais une vie à vivre, et pour la première fois depuis une éternité, je pouvais réellement me permettre d'en profiter.